Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Barkala qui va nous partager son parcours d'expérience autour de la mort, qui non seulement a débuté très jeune par un questionnement existentiel, mais aussi de synchronicité en synchronicité, va la poursuivre toute sa vie et aura même un impact sur sa santé mentale. Sonia, en 2006 et en 2013, vous avez organisé à Martigues des colloques sur les expériences de mort imminente avec de grands scientifiques, comme Raymond Moody, etc. C'était une première en France. Et s'en suivront un premier documentaire, Faux départ, un livre, et si cela vous arrivait, ces EMI qui transforment nos vies. Puis, en novembre 2024, votre dernier documentaire, Témoin. Ils sont des millions à l'avoir vécu. Bonjour Sonia. Bonjour. Donc, merci d'être là. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition des EMI pour ceux qui ne connaîtraient pas, en sachant que cette définition, elle a évolué aussi un peu au cours du temps? Oui, absolument. Alors, au départ, le docteur Raymond Moody avait recueilli des témoignages de personnes qui avaient frôlé la mort dans différentes circonstances, on va dire, lors d'un arrêt cardiaque, une opération, un coma. Et ces gens rapportaient un récit qui sortait un peu de l'ordinaire où ils disaient qu'ils s'étaient vus décorporer une sensation de bien-être, avoir flotté au-dessus de leur corps, s'être vus au plafond et avoir vu le personnel médical s'affairer, avoir assisté un peu à leur réanimation. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment. Ça va du fait de se balader dans les couloirs de l'hôpital, d'être attiré par un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour, de rencontrer des proches, des proches décédés qui leur disent que ce n'est pas leur heure et qu'il faut qu'ils repartent. Mais certains ont des facultés, certains voient défiler leur vie euh, en un instant, en, en étant en même temps spectateur et acteur de la scène. D'autres ressentent le bien et le mal qu'ils ont pu faire aux autres. Et puis en développant certaines facultés de clairvoyance, clairaudience, d'avoir accès à une connaissance universelle. Bah, ça va très très loin les EMI, voilà. Mais ce qui m'intéresse le plus, on va dire, ce sont ces perceptions des gens, euh, ces perceptions ces personnes qui ont vécu une EMI en dehors de la salle d'opération, très loin de leur corps physique. Voilà. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut vivre cette expérience dans n'importe quel contexte. Il n'y a pas de critères d'âge, de sexe, de statut social, de religion. Voilà. Tout le monde peut vivre une EMI et évidemment, elle ne prévient pas quand ça arrive. Vous vous intéressez plus particulièrement à des témoignages précis que l'on dit corroborés. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de soignants, de médecins qui osent en parler? Alors, c'est pas une question d'intérêt, en tout cas, qu'il y a un peu plus de gens qui s'y intéressent. Pour moi, c'est la clé de voûte. C'est vraiment euh, pour aller plus loin. En fait, c- on doit passer par cette phase où il faut pouvoir voir si ces perceptions sont réelles ou pas. Voilà. C'est pour faire avancer la recherche, savoir aussi si ces personnes, où se situent ces personnes, quoi, en gros, hein. Est-ce que ces perceptions sont réelles ou pas? Et ça voudra dire plein de choses. Mais je veux encourager la recherche, bien sûr, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des bénéfices énormes à s'intéresser aux EMI, autant au niveau scientifique que médical, et même au niveau humain, il ne faut pas l'oublier, parce que si on se rapporte à mon propre parcours, ce sont les récits, ces témoignages qui m'ont arraché d'une dépression et qui m'ont, j'ai envie de dire, qui m'ont évité, qui m'ont dissuadé, quand j'étais plus jeune, de me suicider.
Donc ça a eu vraiment un impact fort dans ma vie. Voilà, je pense que avant d'avoir des hypothèses ou des explications farfelues ou pas, est-ce que ces personnes ont réellement vu tout ce qu'ils ont pu voir? Et pour ça, ben, nous avons des témoignages confirmés par des soignants ou d'autres, et qu'il faut ben, améliorer nos protocoles, enfin, nos protocoles, surtout les protocoles des chercheurs, les améliorer pour être en mesure plus tard ben, de savoir si on peut les prouver ou pas, quoi, voilà. Hmm. Vous avez rencontré de nombreux scientifiques, hein, et j'aimerais savoir si il existe des scientifiques qui ont pu expliquer pourquoi certains expérienceurs réussissent justement à avoir beaucoup de détails de leur réanimation, par exemple, ou encore bah, voir leurs proches dans une autre pièce. Si leur cerveau ne fonctionne plus, comment peuvent-ils avoir de la mémoire de ces expériences? Il y a des scientifiques qui ont réussi à prouver ça ou pas? Alors, il y a surtout des études qui ont montré, je pense, la première qui me vient à l'esprit, puis c'est la seule, c'est pas la seule, mais c'est la plus connue, et c'est la première, c'est celle du docteur Pim van Lommel, qui est un cardiologue néerlandais, et qui a publié le 15 décembre 2001 dans The Lancet la première étude prospective, voilà, avec une analyse sur 344 patients suite à des réanimations et des arrêts cardiaques. Et puis donc, en fait, Pim Van Lommel, il dit quoi? Il dit que plus on a une bonne mémoire et plus on a de chances de se rappeler de son EMI. Voilà. Et euh, donc la question, c'était de savoir pourquoi, c'est ça? Pourquoi certains vivent des EMI? Non, pourquoi est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à prouver finalement pourquoi il y a certains expérienceurs qui arrivent à se souvenir d'avoir ces souvenirs-là, Ah, alors il que le faut avoir- cerveau, logiquement, il fonctionne plus. Voilà, ben, disons que le docteur Pim Van Lommel, c'est ce que je disais, dit déjà qu'il y a un facteur. C'est pas parce que certaines ne vivent pas de EMI, c'est peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on se souvient ou pas d'une EMI? C'est que d'abord, on a une bonne mémoire. Hmm, C'est que peut-être que le cerveau n'a pas été si touché que ça, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des études qui montrent qu'on peut vivre des EMI en ayant un cerveau qui a été grièvement atteint, ok. et d'autres pas. Il n'y a pas de règle non plus par rapport à ça. On sait juste qu'il faut avoir une bonne mémoire. Voilà. Et expliquer, non, il n'y a pas d'explication, il y a juste des hypothèses. Voilà. Et même les plus grands spécialistes du sujet, qui sont spécialistes du coma, de la conscience et du cerveau, aujourd'hui, ne peuvent pas vous donner une explication. Ils n'ont que des hypothèses et ça part un peu dans tous les sens. Ok. Votre documentaire, hein, Faux départ, est diffusé dans des unités de soins palliatifs et aussi, si je ne me trompe pas, auprès d'étudiants en médecine. Ces témoignages de mort imminente permettraient-ils à une personne proche de la mort de vivre son départ différemment? Ça a aidé en tout cas, d'après les retours que nous avons pu avoir. Alors oui, depuis une dizaine d'années, Faux départ est utilisé aux étudiants qui le veulent, hein, c'est toujours sur la base du volontariat, à sensibiliser les étudiants en médecine au CHU de Strasbourg à regarder le film. Et puis, juste après, il y a un débriefing, il y a une forme de débat avec la cardiologue Marie-Pierre Douché qui propose le film à ses étudiants pour les sensibiliser tout simplement. Et je trouve ça fabuleux que depuis une C'est dizaine clair. d'années, des étudiants en médecine puissent être formés, enfin formés, sensibilisés en tout cas. Voilà. Histoire d'avoir peut-être une autre posture quand certains patients qui ont vécu des EMI pourront parler à leurs patients, à leurs médecins. Bah Voilà. oui. Et en soins palliatifs? Et en soins palliatifs, c'était à nuit au CHU de la Timone à Marseille. Et effectivement, c'est aux proches, aux patients. Euh, L'idée était vraiment oui, d'avoir un outil pour leur permettre de mieux appréhender, toujours sans rien imposer. Ok, ok. Je trouve ça super intéressant, hein, ouais. Et ça montre que les choses changent et voilà qu'on va dans une bonne Mhm. direction. Il y a certains témoignages
de guérison spontanée, hein, comme le cas de d'Anita Morjani, Mhm. qui a miraculeusement guéri d'un cancer en stade terminal. Est-ce que vous avez rencontré d'autres témoignages de la sorte qui défient la science finalement et la santé? Ben, c'est pour ça que j'encourage la recherche. Oui, j'ai rencontré, même à l'époque où j'ai réalisé Faux Départ, où j'enquêtais pour Faux Départ, j'avais recueilli des cas assez spectaculaires de gens qui avaient guéri de maladies incurables. Et c'est pour ça que que j'encourage la recherche. C'est de dire, mais chercheurs, intéressez-vous au phénomène EMI. Je pense que vraiment, et on est plusieurs à le penser, que explorer ce phénomène EMI peut nous apprendre beaucoup au niveau de la médecine, de comprendre des processus de guérison, de comprendre des processus de psychologie qui rendent une personne meilleure, mieux en tout cas, au niveau scientifique, ne serait-ce que pour mieux connaître ce que c'est que la conscience, en tout cas, euh, en apprendre davantage sur la nature de notre conscience. Parce que nous savons qu'il y avait aussi des personnes qui ont développé des facultés incroyables au niveau intellectuel. Et je pense que les bénéfices sont tellement énormes que j'encourage vraiment la recherche à- à mettre un peu le nez dessus, quoi, dedans, et puis de creuser, parce que je suis sûre que ça peut beaucoup nous faire avancer et nous permettre de découvrir des tas de choses, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc dans votre dernier documentaire, Témoins, ils sont des millions à l'avoir vécu, vous vous interrogez si ces phénomènes sont des hallucinations ou si, au contraire, elles pourraient être le reflet d'une réalité plus vaste. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu voilà, ce documentaire? Alors, Témoin, il est différent de ce que de Faux Départ, dans la manière où c'est un docu-fiction. Et si j'ai opté pour le docu-fiction, c'est pour amener le spectateur, en tout cas, à une forme d'immersion. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est pas toujours évident de parler de ces choses qui sont invisibles, impalpables, et qui reviennent souvent euh, dans la description, visuellement. Et cinématographiquement, c'était assez inspirant. Donc, une immersion pour pouvoir s'imaginer à quoi pourrait ressembler une EMI. Et l'objectif de témoin, en fait, c'est une enquête policière. C'est une enquête où je m'interroge. Et à la place de celle qui enquête, moi, c'est aussi tous les, toutes les personnes qui s'interrogent sur les EMI et qui se posent les mêmes questions que moi. Voilà. Et on se pose les mêmes questions par rapport à des sceptiques qu'on a souvent l'impression qu'ils sont un peu durs, quoi. Un peu, des fois, on se dit, ils sont de mauvaise foi. Et j'avais envie de les titiller aussi. Donc, j'arrive avec des témoignages très forts et ils arrivent avec leurs arguments. Et en fonction de leurs arguments, eh ben, je reviens avec des témoignages encore plus forts. C'est-à-dire lorsqu'ils me disent, ah ben, ils ont pu voir, ils n'étaient pas complètement inconscients. Donc, j'arrive avec des témoignages d'aveugles de naissance. Et là, ça donne droit à des échanges. Et ainsi de suite. Ils me disent, oh, certains peuvent entendre. Et puis, du fait d'entendre, eh ben, visuellement, ça crée des images mentales. Donc, je reviens avec des témoignages de sourds et muets. Et ainsi de suite. Oh, mais il n'y avait pas de témoins, donc je reviens avec des cas corroborés. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et grâce à eux, si vous voulez, grâce à eux, avec leurs arguments, à un moment, je leur dis, bon, ok, d'accord. Ah, c'est quoi pour vous un témoignage idéal? C'est quoi pour vous la preuve et le dispositif, l'expérience idéale qui pourrait mettre tout le monde d'accord? Et voilà. Et c'est ce qui se passe. Vous avez devancé ma question d'après parce que c'était est-ce que votre démarche en cherchant de nouveaux témoins est de relier les expériences extraordinaires et la science. Voilà, et quelque part, bah, en fait, c'est pas, enfin, c'est ensemble qu'on peut avancer. Exactement. Mais j'aime pas trop le terme extraordinaire. Voilà. Oui, oui, moi non J'aime pas plus. trop, voilà, donc non, non, c'est pas extraordinaire. Ça arrive à des millions de personnes depuis la nuit des temps. C'est pas extraordinaire. C'est pas quelque chose de. C'est quelque chose, j'ai envie plutôt de dire quelque chose qui est insoupçonné, inexploré, quelque chose que la science bah, découvre, enfin, qu'elle a du mal à comprendre ou à expliquer mais pas extraordinaire. Voilà.
Et puis on y arrive, voilà, on y arrive. On n'a pas toujours les réponses, mais surtout, mon but, c'était de démêler un peu que, tous les amalgames, tous les préjugés que nous pouvons avoir, mais d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est pas parce qu'on va imaginons que des protocoles ou des expériences vont fonctionner, hein, qu'on va réussir à valider que des gens arrivent à percevoir à distance, que cela va prouver qu'il existe une vie après la mort. Il ne faut pas tout mélanger. Et mon but, c'est de différencier que dans une expérience de mort imminente, il y a deux phases. Une phase matérielle, où, où les gens restent dans leur environnement et se baladent, ils ont des perceptions, et une autre phase où c'est plus transcendantal. C'est invisible, ils ont des facultés, il rencontre des gens qu'on ne peut pas voir, et donc c'est difficilement prouvable. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on veut des preuves scientifiques, la preuve scientifique, par définition, c'est la reproductibilité de l'expérience. Et la mort, ben, par définition, c'est un état irréversible, donc ça ne va pas ensemble. Ou alors, il faudrait repenser les lois de la science, et pour parler à des scientifiques, pour convaincre des chercheurs, il faut parler leur même langage, parler leur langage. Voilà. Hmm. Et certains de ces témoignages hein, sont vraiment confirmés par des soignants. Donc, avez-vous des exemples qui vous ont vraiment marqué avec les soignants? Parce que j'ai le sentiment quand même qu'on est de plus en plus nombreux à parler. Oui, bien sûr. Hmm. Est-ce que vous avez... Oui, il y a de nombreux. Alors, le cas qui m'a frappé, bien sûr, est celui de Jacques. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. C'est pour vous dire, hmm, bah, j'imagine. peut-être que j'ai communiqué beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans les émissions que j'ai pu faire dernièrement sur le cas de Jacques, mais il y a d'autres cas que je n'ai pas dévoilés justement pour garder un peu de suspense et de nouveauté. Mais Jacques, c'est extraordinaire. C'est un cas enfin, c'est un témoignage qui date de 81. Et l'infirmière a retrouvé Jacques entre 2017 et 2018, je crois. Ah oui, Voilà, sur les réseaux sociaux. Et, et- et ce qui est intéressant avec Danielle, l'infirmière, c'est qu'elle ne croit pas du tout à toutes ces histoires de l'UMI excellent. et que par honnêteté intellectuelle, elle a accepté de témoigner. Voilà. Ok. Donc, et des témoignages comme celui de Jacques, des témoignages comme celui de Daniel, il y en a des tas, des tas. Et tous n'osent pas en parler. Et l'idée, c'est un peu de délier un peu les langues, quoi. Et puis que les gens osent parler plus librement pour voir que bah, c'est bien un phénomène qui est bien plus courant qu'on ne le pense. D'accord. Et vous pouvez juste pour nos auditeurs nous en dire un peu plus sur ce cas de Jacques. Qu'est-ce qui s'est Ah, passé mais Jacques, exactement? oui, effectivement, oui, Jacques a été victime d'un accident de la route en octobre 1981 à Guignon. Il a été transporté en urgence à Paris-le-Monial. Et dans cet accident, il perd sa meilleure amie et sa petite amie. Ils sont décédés. Lui, il est transporté dans un état grave, donc conscient, inconscient, et puis il a même été déclaré mort. Et pendant ce temps-là, Jacques sort de son corps, comme on dit souvent, et il va se diriger en gros dans la salle de soins, car sa mère biologique a appelé l'infirmière, voilà, pour demander des nouvelles. Et lui, ça le met en colère, parce que bah, il est en colère parce qu'il dit bah, ma mère biologique m'a abandonné, il n'a plus rien à savoir de moi, je veux pas qu'on lui donne de mes nouvelles, quoi, voilà. Et donc, il est dans la salle de soins, il essaye de communiquer avec l'infirmière, mais il n'y arrive pas, évidemment. Il a raccroché, raccroché, et puis il est attiré par une nouvelle pièce, celle d'un bureau où se trouve le chirurgien qui est en train de rédiger son acte de décès. Waouh. Voilà. Et ce chirurgien, il a une particularité, il a du scotch sur les branches de ses lunettes. Et puis, Jacques se réveille. Et ce que j'ai su, en fait, plus tard, parce que Jacques, lui, avait oublié cette séquence, et j'étais très contente que ce soit l'infirmière qui se rappelle de ça. En fait, il y avait une infirmière qui était au chevet de Jacques. Donc, il y avait là bien la preuve qu'il n'a pas pu se lever, entendre, bouger, et il était bien inconscient. Et donc, il se réveille et il demande à l'aide-soignante d'aller d'appeler l'infirmière qui est avec sa mère au téléphone. Donc, imaginez la scène.
La collègue, ouais, l'aide-soignante se rend, ouais, voilà, et tac, 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 Daniel, Daniel, le patient s'est réveillé, il sait que tu es avec sa mère au téléphone et il ne veut pas que tu lui parles. Voilà. waouh. Hmm. Et donc l'infirmière raccroche, rend dans la chambre de Jacques, et puis en plus il a rajouté une couche, et il dit oui, oui, puis le chirurgien là, qui a le scotch sur les lunettes, qui rédige mon acte de décès, dites-lui que je vais très bien, qu'il peut venir me voir. Donc voilà, ça c'est du réel, quoi. Ouais, ouais. Et c'est très C'est vrai fort. que c'est des témoignages qui sont très précieux et très chouettes parce qu'effectivement, il y a une réelle omerta dans la Mm. santé euh, à parler de ces sujets-là. Mm. Et pourtant, les professionnels de santé sont souvent en première ligne hein, parmi Mm. toutes ces expériences autour de la mort. Hein. Il n'y a pas que les EMI, il y en a d'autres. Mm. Et malheureusement, dans nos cursus de formation, que ce soit les soignants ou les médecins, les psychiatres, etc., il n'y a pas de formation sur ces états de conscience modifiés. Et certains sont encore très sceptiques. Et malheureusement, ça peut être délétère pour, déjà pour les expérienceurs qui souvent n'osent pas parler de ce qu'ils vivent. Exactement, oui. Oui, Est-ce que oui. vous avez vu une évolution depuis 2006, vous, par rapport à ça? Ou... Ah oui, non, non, ouais, il y a une évolution quand même. Et c'est rigolo parce que d'où le titre, et si cela vous arrivait, parce que on est tous plus ou moins à un moment ou à un autre confrontés à ces phénomènes, soit parce que ça nous arrive, soit parce qu'on a des références de gens très sérieux à qui c'est arrivé et qui arrivent à nous mettre un peu le doute, dire ah mais waouh, c'est une personne qui n'a pas l'habitude de ramener quand même des bobards, quoi. Et voilà, il faut rester ouvert, toujours ouvert par rapport à tout ça. Puis les gens, d'une manière générale, n'ont pas intérêt à mentir. Je veux dire, quand il y a des millions comme ça de personnes qui vivent la même expérience, qui ne se connaissent pas, et puis bien avant même le livre de Moody, bien avant qu'on communique sur ces phénomènes, donc il y a vraiment des questions à se poser, quoi. Ouais. Vous avez vous-même vécu certaines expériences, sorties de corps, montée de Kundalini, des synchronicités aussi. Hein. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Mhm. Alors, sortie de corps, oui, c'est à l'âge de 14 ans, euh, spontanément dans ma chambre d'ado où je me suis retrouvée au plafond et j'ai été attirée par ma chaîne IFI qui était en veille. Et plus je m'approchais de ma chaîne IFI, du bouton tuner hein, on bouge qu'on active pour trouver une fréquence radio, je comprenais que en fait, mon état provoquait des interférences avec la radio. Malgré que la chaîne IFI était en veille, j'arrivais à capter les ondes radio, j'arrivais à capter les, les animateurs qui défilaient très rapidement. Euh, les radios, ouais, les stations radio. Et donc j'entendais des bribes de chansons, les bribes d'animateurs, jusqu'à ce que je m'arrête sur une chanson qui n'était pas anodine, hein. C'était la chanson de Goldman Patois. Et je l'ai écoutée du début jusqu'à la fin, parce que c'est la chanson de mon premier amour à l'époque. Donc, une fois la chanson terminée, j'ai recommencé à flotter et je me souviens mettre cette, euh, cette réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques. Voilà. Et donc, bon, j'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque qui s'est un peu payé ma tête. Donc, j'ai compris très jeune qu'il fallait pas que je parle de ces choses-là. Et puis, voilà. Et puis après, à 17 ans, bah, j'étais pas bien. J'étais vraiment une période au lycée bah, qui me rappelle de mauvais souvenirs. Et je sais que oh, bien avant, hein, j'ai eu le livre de Moody à la mort de mon grand-père. Ouais, c'est par une tante qui m'avait recommandé la lecture. C'est de faire les choses chronologiquement. Donc à 14 ans, c'est sortir du corps. À 17, bah, la période où j'ai fait de la dépression, je voulais me suicider. Et à 19, je tombe sur le film qui est l'adaptation du livre de Moody. Et là, c'est la vocation qui vient taper à ma porte, qui me dit, bon voilà, ça y est, ce film suscite ma vocation de devenir réalisatrice avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Je suis tellement touchée par la sincérité et l'authenticité des témoignages que je veux aller plus loin au niveau scientifique parce que la science, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, en dehors de mes propres convictions très personnelles, j'aime bien analyser, j'aime bien comprendre et je vais aller à la rencontre de chercheurs, de témoins. Et je fais le tour de France, je vais même en Europe, je vais même au
Québec, à Montréal, rencontrer Docteur Moody, qui avait qui donnait une conférence à ce moment-là. Et c'est comme ça que mon aventure commence, on va dire. Hmm. Et ça a eu, ce que vous nous disiez au début, un réel impact sur votre santé mentale, en fait. Oui, alors j'ai vécu ce qu'on appelle quelques mois avant ma rencontre avec le docteur Moody, une fois que j'avais arrêté mon boulot d'ambulancière, ambulancière ou peut-être que j'étais chauffeur, je sais plus. Euh, oui, j'avais 27 ans et je me souviens que ben, je râlais un peu, je me disais, mais c'est pas possible, mes projets piétinent, il faut absolument que je fasse quelque chose de ma vie, parce que ma vie, c'est un peu ça, et il faut que ça avance, il faut qu'il se passe quelque chose pour que j'aille jusqu'au bout, quoi. Donc j'avais pas encore arrêté, voilà, c'est ça. Et j'aimais cette intention, et le soir même, ben, je fais une relaxation, et puis je fais comme une sortie hors du corps, et j'avais l'impression que j'avais deux réacteurs derrière le dos, une énergie puissante qui m'a traversée, et j'avais l'impression que j'allais quitter la Terre tellement que c'était puissant, quoi. Donc j'ai peur, je prie pour que, de panique, je prie pour que ça s'arrête, et ça s'arrête instantanément. Puis je réintègre un peu, j'ai l'impression de réintégrer, hein, il y a vraiment cette notion de détachement et de réintégrer mon corps. Et là, je suis prise de tremblements violents et d'une énergie qui est au bas de mon ventre et qui se déhanche comme un serpent. C'est pour ça qu'on appelle ça Kundalini, je pense. Et j'ai l'impression que, comme si il s'était passé quelque chose à l'intérieur de moi, un truc qui vous possède et qui vous lâche pas pendant 10 ans. Et là, je suis une nouvelle personne, en gros. J'ai peur de rien. Et là, je dis, OK, ça va. Je quitte mon job et j'ai trois objectifs. Organiser ce colloque à Martigues, créer ma société de prod alors que j'y connais rien, et faire mon film. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai tout quitté, j'avais peur de rien, quoi, et comme une folle, une fadade, comme on dit dans le sud de la France. Et je fonce, voilà. Ça a été le début, de mon histoire. Ouais, et ça vous quitte pas parce que voilà, il y a eu un moment où vous avez eu envie de tout arrêter et finalement, de synchronicité en Oui, synchronicité, c'est venu vous rechercher. alors, c'est sûr qu'en quelques, enfin, même en une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, on ne peut pas raconter. On doit passer par les événements et les anecdotes peut-être les plus intéressantes ou celles à laquelle je pense en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une séquence qui m'a marquée, c'est celle où je rencontre une hydromancienne avant même de... C'était en 2001, voilà, c'était en 2001, donc j'étais encore chauffeur. Et cette dame m'a marquée parce qu'elle avait vraiment un don très particulier. Elle avait cette faculté de voir à travers l'eau. Et, je, et à l'époque, j'étais très fâchée contre tout ce qui était médiumnité, etc. Et, euh, et je l'ai même induit en erreur parce que je lui disais que c'est bon, je lui ai induit en erreur. C'était pas complètement faux, mais c'était pas vrai non plus totalement. J'étais pigiste, hein, mais je gagnais pas ma vie. Donc j'étais journaliste. Je lui dis, je suis journaliste. Elle me dit, moi je vous vois derrière un camion blanc. Vous transportez les gens de l'avion et vous ramenez les bagages perdus, retrouvés, pardon. Et c'est exactement c'était exactement ma situation. Et puis en plus, elle me décrit un camion blanc. Il y avait trois camions dans la société, un blanc, un gris et un noir. Et le blanc, c'était pour les débutants comme moi. Les débutants comme moi, où on les donnait voilà, aux jeunes. Et elle m'a dit, mais je vous vois faire quelque chose de plus important. Je vous vois sur une scène, entouré de médecins. Et, euh, et puis une salle où il y a de l'affluence du monde. Et en fait, elle me décrivait Martigues. Mais Martigues, en 2009, j'y pensais même pas. Et elle me dit, il y aura un film plus tard, un film sur la mort, etc. Et puis après, elle avait vu mon grand-père, qui est décédé en 88, et elle me disait, bon, alors, je comprends pas pourquoi, des fois, les médiums arrivent à être très précis dans certains moments, et puis un peu moins. Donc elle me disait, votre prénom son prénom commence par un M. Bon, en étant maghrébine, M comme Mohamed, c'est assez courant chez les Maghrébins, hein, porter le nom du prophète, voilà. Et ok, d'accord. Et puis elle me dit, mais elle commence à rigoler, je lui demande pourquoi. Et elle me dit, il porte des gants de boxe. Il me montre des gants de boxe. Et effectivement, mon grand-père était champion de boxe de Tunisie. Donc c'est ça qui m'a un peu convaincue. Et, il me montrait en fait une image très symbolique d'un ring, où j'étais dans un ring, je me battais, je prenais des coups, voilà, j'étais à terre et tout. Mais à la fin,
il me disait de surtout pas baisser les bras, que j'allais me relever et gagner comme un combat. Voilà. Et donc, quoi qu'il arrive, il fallait pas que j'abandonne. C'est pour ça que même si j'ai pu avoir évidemment des doutes, même si j'ai pu avoir des pauses, cette séquence m'a beaucoup marqué. Voilà, Hmm. Merci de nous partager ça. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est dans toutes les dimensions du coup. Et c'est ça que j'aime. bien sûr. C'est voilà. Et est-ce que vous avez, parce que voilà, ce qu'on entend dans votre témoignage là, c'est qu'il y a quand même un effet thérapeutique de ces expériences-là. Et est-ce que vous avez rencontré, bon, on sait, voilà, des cas thérapeutiques comme Anita Morgi, mais des cas thérapeutiques, est-ce que vous avez rencontré d'autres témoignages comme ça où ces expériences-là viennent, ou peut-être c'est même prouvé scientifiquement finalement que les EMI ont un caractère qui viennent, voilà. Alors, ce qui est prouvé, entre guillemets, c'est que, enfin, ce qui est prouvé, là où les sceptiques ne tergiversent pas, où ils sont d'accord, c'est dans ce pouvoir de transformation que, que peut avoir, que peut induire, même si c'est pas systématique, le fait de vivre cette expérience. Savoir que cette expérience, voilà, ça peut mettre des années avant de pouvoir l'intégrer Tout et en à faire fait. quelque chose. Alors, certains, je me souviens, moi, il y a 20 ans, fallait quand même 10, 20, 30, et des fois, même les gens, ils apportaient ce secret jusqu'à la tombe, hein. Aujourd'hui, vous vivez une EMI, j'ai des gens qui se confient une semaine après avoir vécu l'expérience. Ça, c'est un phénomène quand même assez nouveau. Euh, et puis, bah oui, c'est ce pouvoir. Quand il est bien, parce que des fois, ça se passe pas toujours comme ça, hein. Des fois, c'est très dur pour eux, des fois, ils le vivent très, très mal. Des fois, ça a des répercussions et des conséquences assez pénibles, assez dures, hein, des dépressions. Euh, voilà. Donc, euh, Oui, donc voilà. c'est très juste, c'est très juste. Et c'est vrai que moi, au début, en fait, pour avoir vécu aussi une expérience de mort imminente, Ah, d'accord. ce qui m'agaçait, c'est que justement, on montrait que le côté lumineux, et qu'en fait, des fois, il faut des années pour intégrer tous les changements quel impact ça a dans nos vies. Et c'est aussi un peu pour ça que je fais ce podcast, c'est pour parler justement de ce temps d'intégration. Parce que suivant les expériences, pas que pour les expériences de mort imminente, mais pour toutes ces expériences, ça vient changer tellement de choses dans nos vies, que parfois, oui, c'est très très long le parcours. Ah, mais ça, je vous crois, vous êtes mieux placé, donc mieux placé que moi pour le savoir, hein. Moi, je fais juste, si vous voulez, je recueille beaucoup de témoignages et j'en tire un peu des conclusions, voilà, encore des conclusions. Je crois que c'est un phénomène qui vous demande quelque part de toujours vous remettre en question et de rien savoir du tout. Voilà, il y a toujours l'exception qui confirme la règle pour nous dire un peu d'humilité, vous ne savez rien, vous ne savez rien, c'est toujours, c'est plus vaste, c'est plus complexe que ça. Mais c'est grâce à des témoignages comme les vôtres, hein, des témoignages des EMistes, que j'ai pu, un, éviter un suicide, et de deux, avoir une vocation euh, et ça, j'en suis reconnaissante. J'ai l'impression de rendre ce qui m'a été donné, si vous voulez. Vous voyez? Moi, ce qui m'a touché, c'est justement c'est ce discours d'humanité. C'est le fait que des gens ben, sont moins égoïstes, moins matérialistes, ne courent plus après la réussite, ne courent plus après la compétition, ne courent plus après la possession et qui veulent à tout prix aider leur prochain, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais vers autrui. Ils sont très portés vers des associations caritatives, des ONG, ils veulent aider et ils sont très respectueux de la nature, de l'environnement et des animaux. Et ça, c'est touchant. De dire que en plus, ils aiment le fait d'avoir touché de près la mort, ben, ça leur donne une autre vision sur la vie. Ils aiment la vie, ils aiment les gens, ils aiment aimer. Voilà. C'est comme le témoignage de Nicole Dron qui dit voilà, je suis revenu pour apprendre à aimer. Voilà. Ouais, ouais. C'est Voilà. vraiment ça, ça résume vraiment, hein. Moi je disais, on est des handicapés du Voilà. cœur sur Terre. Oui, mais je comprends après votre décalage, Bah oui. avoir reçu des milliards d'amour, enfin, de la puissance d'amour comme ça, et puis revenir dans un monde tellement égoïste. Mais ça doit être dur pour vous, mon Dieu. Et en même temps, je sais aussi qu'il existe des EMI négatives et qu'il ne faut pas.
il ne faut pas les oublier parce que je me refuse depuis le départ, et depuis le départ, hein, vraiment, depuis que j'étudie les EMI, de ne pas parler des EMI négatives, parce que je ne veux pas donner une vision magnifiée, mirifique et trop belle de ces expériences. Parce que, comme Moody, je ne voudrais pas susciter l'envie de dire que c'est C'est top. ça. Et c'est pas top du tout, hein, parce que même ceux qui vivent des EMI, c'est pas top non plus. Et pour ces gens aussi, d'enlever ces préjugés, de penser ou de croire que c'est, même si ces gens vivent des EMI négatives, ce sont des personnes mauvaises. Et c'est faux, archi faux. Aucune étude va dans ce sens, en tout cas euh, pour confirmer une hypothèse comme ça. Voilà, on vit l'expérience qu'on a besoin de vivre pour évoluer et grandir. Exactement. Exactement. Et ça enlève aussi ce côté euh, pseudo-spirituel. Pour moi, ça donne juste des humains un peu plus humains parmi les humains. Je sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais voilà, ça ouvre en tout cas ce côté humain. Et pour moi, c'est ça le plus important, quoi. Dernière petite question. Est-ce que ça a changé quelque chose voilà, tout ce parcours au niveau de vos croyances et ou de votre spiritualité? Absolument, oui. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est grâce à ces EMI, parce que toi, je suis très reconnaissante, hein. J'en fais pas du prosélytisme pour autant. Je veux encourager la recherche. Mais même si je parle beaucoup de science, euh, dans la partie transcendantale, ce qui- je veux dire, c'est grâce aux témoins de EMI que je suis en vie aujourd'hui. Ça, c'est important. Et ça, c'est pas rien. De dire que grâce à ces gens, ben, ces témoignages permettent pour des gens qui sont endeuillés, ben, de mieux surmonter un deuil, justement. Vous devez savoir aussi que je suis marraine d'une association qui s'appelle les Mamans Lumineuses et les Papas. Oui, Et j'ai un coup de cœur pour cette association. Et tant que je serai marraine, eh ben, je parlerai d'elle, cette association, parce qu'elles font tellement un travail extraordinaire. Et comme je sais que les EMI peuvent aider aussi euh, à, à peut-être apaiser, ne serait-ce que, je pense, voilà, pour les aider à surmonter des drames, eh ben, allons-y. Voilà. Et les témoignages vont dans ce sens. Les témoignages vont dans le sens où ils portent un autre regard sur la mort, sur la vie, sur les autres, ce qui nous entoure. Et c'est un message d'amour avant tout. Et là, la science n'a pas à se mêler. Parce que là, on parle non pas que les scientifiques sont sans cœur, loin de là. J'ai beaucoup de respect pour bien la sûr. science et les scientifiques en général. Mais voilà, là, c'est vraiment des messages qui me touchent. Et dans notre société malade, j'ai envie de dire, dans ce contexte international, on a besoin d'eux. On a besoin de ces gens qui nous disent à quel point c'est important d'aimer, que nous sommes tous frères, que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous connectés. Et voilà pourquoi je fais des trucs comme ça. Hmm. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce que vous avez envie, voilà, d'ajouter quelque chose pour conclure? Pour conclure, eh ben, j'ai envie de dire Alors, j'y tiens, et c'est ce qui revient du film. J'ai fait ce film en toute objectivité, malgré mes convictions. C'est des convictions, mais j'ai évolué. C'est un peu la suite de votre dernière question, avant-dernière question. J'ai évolué, oui. J'ai appris à dire je t'aime à mes parents, aux gens que j'aime, à mes amis. J'ai appris aussi que même par rapport aux religions, ben, euh, que rien n'est figé en fait, que tout a un sens. Euh, mais ce qui est important pour moi, euh, c'est que j'ai voulu garder mon honnêteté intellectuelle. Voilà, et de donner la parole à ceux qui pensent que c'est des hallucinations, comme ceux qui pensent que ce ne sont pas des hallucinations. Je n'impose pas ma vision, ma conviction, et que je laisse au spectateur, au téléspectateur, le choix de faire sa propre opinion, et ça, c'est très important pour moi. Voilà. Donc, dans cette enquête, je donne des arguments, je rapporte les arguments des autres, je pose des questions,
et je ne tire pas de conclusion. C'est à vous, j'ai envie de dire, c'est aux téléspectateurs de se faire leur propre idée, leur propre opinion de ce phénomène qui est les expériences de mort imminente. Merci en tout cas, et moi, oui, ce que je vois aussi, c'est derrière tout ça, c'est cette ouverture finalement, peut-être aux futurs étudiants en médecine, peut-être aux futurs professionnels de santé. Hein, c'est un début quoi, de sensibilisation et de formation. Pour moi, en fait, c'est important que ce milieu-là s'ouvre. Voilà, voilà, moi, j'encourage tout le monde à aller voir votre documentaire et merci de votre disponibilité en tout cas. Merci à vous, Audrey. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.